Imaginez. Vous êtes étudiant et vous avez trouvé l'annonce de votre vie. Tout vous convient. La mission, l'entreprise, le salaire, la localisation. Dans 1 minute, vous allez recevoir l'appel de la DRH pour vous annoncer la bonne nouvelle ou pas. Ceci étant, vous êtes confiant, tout s'est très bien passé. Ah, je vous laisse, je vois votre téléphone qui s'affiche. Allô? Oui, bonjour. Véronique Millet, Société Sacrin. Pour faire suite à votre candidature, malgré votre motivation et votre CV, nous n'avons pas donné suite à votre poste. Au revoir. Bip, bip, bip. Quelle émotion ressentez-vous à cet instant? De la frustration de ne pas avoir pu poser de questions? De la colère dans la façon d'annoncer la réponse? Ou de la tristesse de ne pas avoir eu le poste de votre vie? Ça y est, c'est parti pour 15 jours de galère. 15 jours à vous ressasser la même chose. Ah là 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 là, mais si seulement je ne pouvais ne plus avoir d'émotions négatives. Je suis sûre qu'un jour, vous avez peut-être eu cette pensée. Alors de vous à moi, je vous rassure, c'est un doux rêve. Les émotions positives et négatives font partie de notre quotidien. Mais d'ailleurs, quelle définition donneriez-vous au mot émotion ? Pas facile. Joseph Ledouze, spécialiste sur le sujet, a cette phrase que j'aime beaucoup. Les émotions, nous savons ce qu'elles sont jusqu'au moment où il faut les définir. Ce sujet, cette phrase, occupe les philosophes et les psychologues depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, de vous à moi, j'aimerais qu'on trouve cette définition et vous partagez celle qui me convient le mieux. Une émotion, c'est un état affectif intense, agréable ou désagréable, caractérisé par un changement physiologique ou chimique. Pour compléter cette phrase, j'aimerais vous rappeler les 6 émotions primaires, qui sont les émotions que nous avons dès notre enfance, dès notre naissance. La peur. Hey! La colère. La tristesse. La surprise. Ah! Le dégoût. À ces 6 émotions primaires vont s'ajouter au fil des années une ribambelle d'émotions secondaires. Maintenant que nous avons défini le mot émotion, il serait peut-être bien qu'on puisse s'intéresser à comment naît une émotion. Allez, je vous emmène avec moi au Canada. On est au cœur de la forêt, au cœur en fait d'une forêt de sapins. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout va très bien. Sauf que là, devant nous, un ours. Forcément, la peur s'installe. Essayons de comprendre comment est née cette peur. L'ours est le stimulus. L'information arrive par les yeux, les oreilles, arrive au cerveau, et de là, elle prend un chemin avec 2 circuits, un peu comme une autoroute. Vous avez la voie rapide et vous avez la voie lente. L'information, dans le même moment, va prendre les 2 chemins. La voie rapide va nous emmener au centre des émotions, là où se trouve l'amygdale. Vous savez, cette petite glande qui, depuis la nuit des temps, vous permet de vous adapter à l'environnement et vous permet de réagir par rapport au danger.
Et puis l'information va également aller jusqu'au néocortex. Le néocortex, lui, va prendre plus de temps. C'est la partie sur l'autoroute, la voie lente. Il va aller chercher dans vos expériences passées, vos souvenirs, les émotions que vous avez déjà vécues. Ces informations vont revenir au thalamus et vont vous permettre de faire des choix. Sauf que si danger il y a, l'amygdale va lancer le signal d'alerte. Elle va envoyer des hormones dans votre corps pour pouvoir vous amener à vous mettre en action, et ce, au niveau des muscles et au niveau physiologique, au niveau chimique, dans le sang. De façon plus concrète, il y a 3 réactions à réagir par rapport à l'ours. La fuite, la bataille ou l'immobilisme. De façon plus concrète, reprenons l'histoire que j'ai commencée juste avant. Il s'avère que la société Sacrin vous a rappelé. Et oui, vous avez eu le poste de votre vie. Nous sommes samedi soir, vous êtes assis à la table familiale, votre mère est juste devant vous, votre sœur à votre gauche est assise face à votre père. Vous annoncez à vos parents la bonne nouvelle. J'ai été embauché dans la société Sacrin. Vos parents sont fiers et vos parents vous félicitent. Sans avoir le temps de leur répondre, vous observez le langage corporel de votre sœur. Non mais vous exagérez! Moi, il y a 1 an, je vous ai demandé de m'acheter un véhicule et vous m'avez dit non, et puis là, vous lui dites oui tout de suite. Sincèrement, on connaît qui est le préféré dans la famille. Face à cette réaction, forcément, vous lui répondez. Non, mais arrête, il n'y a pas de préféré dans la famille, c'est juste que je travaille bien, c'est tout. Le ton monte et la soirée est fichue. Qu'avez-vous observé sur le langage du corps de votre sœur? Vous avez vu? Le corps a reculé, la main a gratté un petit peu la gorge, les yeux se sont écarquillés avec un mélange de peur et de colère. Et qu'est-ce que je veux montrer par rapport à cet exemple? Eh bien, je voudrais vous partager une première idée qui est celle-ci. C'est que notre langage corporel s'exprime par avant la prise de conscience de nos émotions. Car le Lange, médecin 18e siècle, avait déjà en fait ce constat, avant l'IRM, qu'il y a 3 grandes étapes dans la prise de conscience d'une émotion. Le stimulus, la lecture du langage corporel, et seulement après la prise de conscience d'une émotion. Alors qu'on pense souvent, j'ai peur et donc je réagis. Mais il se passe l'inverse. Car le Lange avait aussi cet élément que j'aime beaucoup, qui est de dire « Est-ce que je tremble parce que j'ai peur? Ou est-ce que j'ai peur parce que je tremble ?» Je pourrais rajouter « Est-ce que je souris parce que je suis heureuse? Ou est-ce que je suis heureuse parce que je souris ?» En effet, eh bien notre corps ne bouge pas par hasard. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un petit peu comme une balance avec 2 plateaux à même niveau. Il s'avère que nous sommes en train de discuter, tout se passe très bien. Votre corps n'a aucune raison de bouger, sauf qu'à un moment donné, je vous pose une question qui vous perturbe. Vous risquez certainement, de bouger à travers votre corps. C'est exactement comme si on avait cette balance. Je prends une pomme et je place la pomme sur un des plateaux. Que se passe-t-il? Forcément, les 2 plateaux vont être déséquilibrés jusqu'à un moment donné où on va retrouver un certain équilibre. Eh bien, il se passe la même chose. Ce stimulus extérieur amène votre corps à bouger et vous faire prendre conscience de l'émotion. Et oui, les émotions sont universelles. Elles sont fondamentales et elles sont sans frontières.
Elles vous aident, elles sont importantes parce qu'elles vont vous aider dans vos choix. Pour ça, j'aimerais vous faire connaître, vous faire partager, vous faire rencontrer Elliot. Elliot est avocat d'affaires. Il est brillantissime. Des douleurs au crâne l'amènent à consulter un médecin. Il s'avère qu'on s'aperçoit qu'il a une tumeur de la taille d'une orange positionnée près du néocortex. Il est opéré, l'opération se passe bien. Il a gardé sa mémoire, sa concentration à un détail près. Il n'arrive plus à prendre, à faire des choix. Il agit comme un ordinateur. Il rencontre Antonio Damasio, neurologue fort connu, et Antonio Damasio se rend compte que lors de l'opération, il y a une rupture entre l'amygdale et le néocortex. C'est ce qui l'empêche de pouvoir faire des choix et d'agir comme un ordinateur. Du coup, qu'est-ce que je veux montrer par rapport à cette histoire d'Elliot? C'est que bien évidemment, l'amygdale et le néocortex travaillent en relation. Il y a une vraie corrélation. Mais avant tout, le deuxième point à mettre en avant est celui-ci. Les émotions positives et les émotions négatives vont vous permettre de prendre des choix, de prendre de bonnes décisions en toute conscience et en toute confiance. Alors, au lieu de vouloir les fuir, les enfuir, les rejeter, les mettre de côté, eh bien pour conclure, j'aimerais vous partager la lecture d'un livre que j'ai lu il y a 25 ans, écrit par Gérard Apfeldorfer. Je mange, donc je suis. Il associe le grignotage aux émotions. Et il explique que, vous savez, le dimanche soir ou pendant l'entracte, vous allez aller chercher un petit carré de chocolat. Ce petit carré de chocolat, il explique qu'avant de toucher ce carré de chocolat, il est primordial de pouvoir identifier et de pouvoir nommer l'émotion qu'on ressent. Est-ce que cette émotion est due à de la peur du film que vous avez vu? Est-ce que c'est dû à de la frustration de ne pas avoir été pris au poste de votre vie? Est-ce que c'est lié à la colère suite à la dispute avec votre sœur? Donc, il invite, et c'est le conseil que je souhaiterais vous donner à suivre, c'est la prochaine fois que vous allez peut-être prendre un carré de chocolat ou que vous allez être dans une relation où vous allez vous sentir un petit peu perturbé, où vous allez ressentir une émotion qui vous perturbe la vie, eh bien, c'est avant tout de pouvoir identifier l'émotion, de pouvoir la nommer. Je suis triste, je suis heureuse, je suis en colère, je suis frustrée. Et c'est ce qui va vous permettre d'apprendre à apprivoiser vos émotions. Et oui, vos émotions, dans leur diversité, sont votre plus belle richesse. Sachez les cultiver, les apprivoiser. C'est ce que j'essaie de faire depuis plus de 25 ans et c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une vie pétillante d'émotions.